Kep1er, Claycy, Vichy, Eunice, Ailith, IZ*ONE, How!Hi et Twice sont des groupes de K-pop, tous issus d'émissions de télé-réalité, de surveillance show, et posent souvent la question de leur pérennité. Bien qu'ils soient souvent conçus pour être des groupes éphémères, certains continuent d'exister, comme Kep1er qui a récemment choisi de continuer l'aventure, mais à 7 membres. Cela soulève pourtant des interrogations. Pourquoi la plupart de ces groupes ne trouvent-ils pas un succès plus durable? Les attentes des fans, la pression médiatique et la nature formatée de ces projets peuvent-ils influencer leur longévité, ou surtout l'intérêt des spectateurs? Ou est-ce juste le modèle des survival shows qui est finalement voué à disparaître? Peut-il évoluer pour s'adapter aux nouvelles réalités du marché? Ce sont tant de questions qui méritent d'être explorées pour comprendre ainsi l'avenir des groupes de K-pop créés par ce biais. L'idée de cette réflexion m'est venue en constatant que de nombreux groupes issus de survival show que j'ai suivis semblent juste disparaître complètement des radars. Malgré leur potentiel, ils ne bénéficient pas d'une grande popularité et leurs retours se font rares, à l'exception de quelques-uns qui ont su s'imposer. Apparus massivement et popularisés lors de la 3e génération de la K-pop, nombre de groupes sont sortis de ces émissions que l'on retrouvait à l'antenne aussi bien en Corée qu'au Japon ou en Chine. Si vous voulez, sur un large panel de 71 groupes, garçons comme filles nés grâce à ces émissions, un tiers a aujourd'hui disband et un énorme pourcentage dont font partie des groupes comme Claycy, Eunice, IZ*NA ou encore Hells!UP sont peu ou pas du tout actifs. Les groupes qui réussissent, comme Twice ou encore ENHYPEN, sont souvent soutenus par de grandes agences, laissant les autres issus de plus petites dans une situation bien plus précaire. Le concept a-t-il encore un avenir devant lui? J'en suis pas si sûr. Surtout si on se focalise sur ceux sous de moins grosses agences. Prenons donc un exemple concret, Kep1er, qui à mon sens illustre parfaitement le problème auquel sont soumis les groupes issus de survival show. Comme vous le savez sans doute, Kep1er est né de l'émission Girls Planet 999, formant ainsi un groupe de 9 membres aux expériences diverses. Sans entrer dans les détails de pourquoi Kep1er pourrait être un exemple frappant d'échec, je vous renvoie à la vidéo de mon ami et collègue Dreampop. Qu'est-ce qui fait ça? Est-ce que les musiques sont moins bien? Est-ce que les groupes temporaires sont voués à connaître l'échec? Est-ce dû à leur agence ou est-ce dû à leurs fans? On va analyser tout ça aujourd'hui avec cette vidéo. Bien qu'aujourd'hui nous sachions que Kep1er continue avec seulement 7 membres, Jisoo et Mashiro ayant quitté le groupe pour rejoindre le girls group de leur agence 143 Entertainment, désormais renommé Made In, pour leur retour. Il est donc difficile de considérer Kep1er comme un véritable succès. On peut se demander s'il est judicieux de poursuivre l'aventure. Baekhyun semble avoir enchaîné les mauvaises décisions concernant le groupe au cours de ces 2 ans et demi de premier contrat, aboutissant à la situation actuelle. Entre un public absent et un manque d'intérêt dû à l'absence de promotion adéquate, la situation semblait mal engagée dès le départ. Les débuts de Kep1er figurent parmi les raisons principales pour lesquelles le public s'est rapidement désintéressé du groupe. Ce n'est pas que leurs chansons étaient mauvaises, mais après leur première chanson, Wadada, leurs retours n'ont pas réussi à capter l'attention. Elles ont tenté de mélanger des éléments à la fois badass et mignons, et leur concept de clip vidéo changeait constamment, ce qui, je pense, a déconcerté beaucoup de personnes au point de ne plus savoir quelle était l'identité propre de Kep1er. Aussi simplement, elles en avaient une. Et si cela a fonctionné un temps, on a rapidement baissé une baisse des ventes et des vues. Elles ont certes brièvement atteint le top 100 des classements Melon, une réussite notable étant donné la base de fans réduite du groupe en Corée, mais la déception liée à l'absence de certaines favorites dans la formation finale a laissé un goût amer chez beaucoup de fans. De plus, on va pas se cacher, leur musique semble datée, évoquant davantage 2019 que des sonorités contemporaines, ce qui a rapidement lassé le public. À la même époque, d'autres groupes de filles qui ont débuté presque simultanément avaient des directions artistiques claires, des visions fortes et des identités bien définies, des éléments qui font cruellement défaut à Kep1er. Et bien que leur carrière japonaise ait redonné un peu de souffle au groupe, une stratégie souvent payante pour des groupes aux résultats moyens ou mitigés en Corée, cela ne suffit pas à créer un véritable engouement, leur comeback japonais n'ayant fait que maintenir le groupe à flot. Et ce, malgré les talents individuels de chaque membre. Les chorégraphies, les concepts et la musique du groupe ne mettaient pas en valeur ses points forts. Ce manque de cohérence a contribué à les placer en retrait par rapport à d'autres groupes de filles ayant débuté à la même période. Kep1er n'a jamais vraiment réussi à se distinguer suffisamment par ses concepts, sa musique, ce qui les a empêchés,
je pense, de prendre une avance décisive dans la compétition. Faut pas oublier qu'il y a énormément de groupes et il y a très peu de place. En dehors de la musique et des concepts, l'un des problèmes majeurs du groupe ont été les accusations précoces de népotisme, notamment en ce qui concerne Bailly. Certains fans estimaient que Bailly n'aurait pas dû figurer dans la formation finale, ce qui a conduit rapidement à son ostracisation. Ses propres fans espéraient parfois que Kep1er disbanderait pour qu'elle puisse elle-même poursuivre une carrière solo. Et c'est cela qui est le plus troublant, je trouve. Lorsqu'on parcourt le net, on y voit autant de fans souhaitant la poursuite de Kep1er que de fans appelant à leur disband. Et ce sentiment était partagé pour d'autres membres du groupe, dont des solo stans qui appelaient fréquemment au disband du groupe pour voir briller individuellement leurs favorites. Ce traitement inégal causé par Wack1 n'a fait qu'aggraver la situation, conduisant certains fans à carrément boycotter les comebacks du groupe, ce qui a contribué à une chute progressive des ventes à chaque sortie. En tout cas, tout le monde semble s'accorder sur le fait que la gestion des assauts de Wack1 est la principale raison pour laquelle Kep1er n'a pas rencontré le succès que d'autres groupes issus des missions de survie comme IZ*ONE. Alors, pourquoi un tel échec? Plusieurs raisons ont été évoquées, mais la principale, c'est la manière dont les membres ont été traités. Quelques-unes sont constamment mises en avant, recevant davantage de lignes, de temps à l'écran, alors que d'autres sont juste reléguées au second plan, bien qu'elles aient gagné quand même leur place dans le groupe, grâce à leurs compétences pour la plupart. Cette inégalité a découragé les fans potentiels, qui se sont éloignés du groupe en voyant que leur membre favorite n'était pas reconnu à sa juste valeur. Et je les comprends, le manque de promotion efficace par Wack1 a également conduit à un désintérêt croissant du public. Contrairement à IZ*ONE qui avait ses propres émissions de variété, permettant de découvrir la personnalité de chacune et de nouer des liens avec elle, Kep1er n'a pas bénéficié de ce genre d'exposition. Alors oui, ok, elles ont leur chaîne YouTube, il y a eu du contenu qui a été posté, mais les vidéos n'ont jamais été jugées assez captivantes pour intéresser, alors que beaucoup d'autres jeunes groupes de K-pop apparaissaient dans des émissions de variété, ce qui leur permettait de construire progressivement leur image. Wack1 n'a juste pas du tout exploité cette opportunité pour Kep1er, malgré toutes les ressources mises à leur disposition. Parmi ces nombreuses erreurs de gestion, c'est la décision d'envoyer Kep1er concourir à la deuxième saison de Queendom qui semble avoir été la plus fatale. Après avoir à peine fait leur début suite à Girls Planet 999, au lieu de se concentrer sur un comeback musical, elles ont simplement été jetées dans une autre compétition face à des groupes expérimentés, comme Wujishini Cosmic Girls, Luna, Vivizi, Brave Girl, et même Yolin. N'ayant que toute peu d'expérience à part Eugene, elles n'avaient aucune chance de rivaliser, et cette participation n'a fait que nuire à leur confiance, avec des performances jugées souvent insuffisantes pour contrer cette image qu'on leur donnait de princesse de Mnet. Et cette période a été particulièrement difficile pour elle, tant physiquement que mentalement, ce qui a même conduit Chaeyoung à être hospitalisée durant l'émission. Alors qu'elle s'entraînait pour la performance finale du groupe Queendom 2, en raison de ses nerfs, l'état de Kim Chaeyeon s'est détérioré et elle est actuellement en convalescence à l'hôpital. Afin de ne pas affecter négativement l'équipe, Kim Chaeyeon concentre actuellement ses efforts sur la récupération. Sa volonté de performer en finale est très forte. Les membres, le label et le personnel de production travaillent avec l'équipe médicale pour s'assurer que Kim Chaeyeon sera en mesure de jouer. À cette fin, Kim Chaeyeon ne pourra remplir aucune de ses promotions prévues en dehors de la finale d'aujourd'hui. Nous demandons aux fans et à toutes les personnes impliquées leur compréhension. Bref, la question reste donc, le groupe Kep1er pouvait-il vraiment continuer? Il semble que Wack1 a été le seul à pouvoir décider de leur avenir, car aucune autre agence ne semblait leur avoir fait d'offre, alors que la fin de leur contrat approchait. Face à cela, il n'y avait que plusieurs scénarios qui s'offraient à elles. Continuer à 9, dissoudre simplement le groupe, ou continuer à 7, mais sous un nouveau nom. Et honnêtement, cette dernière option qu'ils auraient dû choisir. Kep1er, c'était les 9 membres choisis dans Girls Planet 999. Si 2 membres partaient, il aurait mieux fallu refaire leur début sous un nouveau nom à 7 plutôt que continuer sous le nom de Kep1er. Un nom déjà entaché du symbole de du désintérêt. Tu vois, un cas comme celui de Kep1er démontre que si ce type de groupe issu de Survival Show persiste dans une gestion et une sélection aussi mal orchestrée, leur disparition deviendra véritablement inévitable. Et en fait, à côté de ça, je crois qu'il y a un autre souci. En fait, ces groupes n'intéressent pas ou peu en général. Avant de continuer la vidéo, n'hésite pas à la liker ou à t'abonner si elle t'intéresse. En effet, j'ai pu m'apercevoir en parcourant les données que plus de 75% du public qui regarde mes vidéos ne l'était pas. Donc n'hésite pas à le faire pour me soutenir, ça m'encourage énormément.
C'est la question que je nous pose, que je vous pose. Pourquoi les groupes issus de Survival Show ne plaisent-ils pas plus? Enfin, selon moi. Je me suis vraiment longuement demandé ce qui en réalité attire tant de spectateurs à regarder des Survival Show. Chacun a certainement sa propre réponse, mais je pense que, fondamentalement, mon avis reflète celui de nombreux autres spectateurs. Ce qui plaît dans ces émissions, c'est avant tout le parcours, l'aventure, l'intensité des épreuves auxquelles sont confrontés les candidates ou candidats. On y suit de jeunes talents déterminés à tout donner pour réaliser leur rêve de devenir idol K-pop. Il y a une sorte d'excitation particulière à les voir se battre, à observer leurs progrès et leurs efforts acharnés pour mériter une place dans un groupe qui marquera peut-être la prochaine génération de la musique K-pop. Les spectateurs s'attachent à ces candidats, candidates. Certains deviennent nos favoris, d'autres non, peut-être à cause de leur attitude ou du heavy editing, ce montage manipulateur utilisé par des chaînes comme Mnet, ce qui nous irrite très souvent. Mais c'est précisément ce mélange de personnalité, de tension, de réussite et d'échec qui crée une émotion collective. On va pas se mentir, une bonne part du plaisir réside dans le drama, qu'il soit réel ou soigneusement orchestré. Il faut de l'intensité, du mouvement, de l'inattendu, de l'intrigue, pour que l'intérêt ne retombe jamais. Et puis vient le grand moment, la sélection des membres du groupe final. Nous ressentons alors soit de la joie ou la déception selon que nos favorites sont choisis ou non. Ce processus crée alors une certaine effervescence, des débats passionnés éclatent en ligne entre ceux qui se réjouissent et ceux qui protestent face à ces résultats. Mais après ce point culminant, cet événement, que reste-t-il vraiment? Une fois l'émission terminée et le groupe formé, un étrange désintérêt s'installe. On suit certes leur début, on se penche rapidement sur leur première performance, mais très vite, ces groupes tombent dans l'oubli. C'est une réalité un peu cruelle, mais les groupes créés dans ces conditions semblent avoir une durée de vie médiatique limitée, surtout quand ils sont placés dans de petites agences, souvent incapables de leur offrir une visibilité nécessaire pour survivre dans une industrie aussi saturée que celle de la K-pop. La grande différence avec les groupes qui n'émergent pas de ces émissions, c'est qu'avec ces derniers, il y a tout à découvrir. On apprend à connaître les membres progressivement, au fil de leur début et de leur carrière. Leur parcours est souvent plus mystérieux, plus riche en découvertes. À l'inverse, pour les groupes issus des Survival Show, toute cette part de découverte est déjà passée devant nos yeux. On les a suivis semaine après semaine, on les a observés dans leurs faiblesses, leurs forces, leurs victoires et leurs défaites. Dès leur début, il n'y a plus cet effet de surprise, cette curiosité qui pourrait les rendre captivants sur le long terme. Ils n'ont plus grand chose à révéler ni à offrir en termes de nouveautés, car tout semble déjà connu, exploré ou dévoilé. C'est triste, mais c'est véridique. Et c'est peut-être là l'un des plus grands défis de ces groupes. Comment maintenir l'intérêt une fois le rideau de l'émission refermé? Pour beaucoup, l'aura de mystère et de potentiel qui entoure un artiste est crucial. Or, avec les Survival Show, tout nous est déjà montré au risque de briser simplement cette magie. Et c'est peut-être pour répondre à ce manque d'intérêt à long terme que des agences comme JYP ou HYBE ont décidé de lancer des programmes K-pop visant à créer des groupes globaux ou internationaux tout en s'inspirant de leur modèle établi. Ces programmes offrent à un plus large éventail de candidats une chance même relative de vivre cette expérience unique de formation d'idol. On peut notamment penser à des projets comme Katseye ou Vichy. Katseye ou HYBE semblent avoir démarré sur de bonnes bases, bénéficiant de l'énorme machine promotionnelle de l'agence. Mais peut-on en dire autant de Vichy? Le groupe Vichy, issu de l'émission de télé A2K, American Korea, semblait promis à un brillant avenir après leur début en janvier 2024 sous JYP Entertainment et Republic Records. Avant même leur lancement officiel, elles avaient déjà fait sensation avec leur titre de pré-début Yo Universe, qui s'était classé en tête des Billboard Hot Trending Songs aux États-Unis en septembre 2023. Leur premier single, Girls of the Year, a également reçu un accueil très positif. Cependant, après des débuts prometteurs et une ascension rapide, le groupe a soudainement cessé de donner des nouvelles. En mars 2024, JYP a annoncé que Kylie, l'une des membres les plus jeunes, née en 2009, suspendait ses activités pour raisons de santé. Cette annonce a soulevé de nombreuses questions parmi les fans. D'autant plus que, depuis, le groupe est resté totalement silencieux sur les réseaux sociaux. On se souvient que la jeunesse de Kylie avait déjà suscité des débats en ligne, certains estimant qu'elle était trop jeune pour être idol K-pop, bien que JYP avait rassuré les fans en affirmant respecter les lois strictes de Californie sur le travail des mineurs. Le mystère s'est donc intensifié lorsque le groupe a annulé sa participation au festival Lollapalooza en 2024 sans véritable explication. Et depuis, des rumeurs et des théories circulent sur le possible disband du groupe ou sur des problèmes internes, tandis que d'autres pensent que JYP prépare un retour avec une nouvelle image. En attendant, l'absence prolongée de Vichy laisse les fans dans l'incertitude la plus totale quant à l'avenir du groupe. Cela pose aussi la question de savoir si ces programmes de formation globale réussiront à capter vraiment l'intérêt du public à long terme, ou
alors s'ils finiront par suivre le même schéma que les groupes issus de survival show traditionnels, et ainsi disparaître dans le plus pur désintérêt. En bref, les émissions de survival show K-pop donnent aux stagiaires et aux idoles la possibilité de mettre en valeur leurs capacités au-delà de ce que les fans ont déjà conscient. Ils les aident également à gagner en popularité et ou à rassembler plus de fans et d'appréciation. De nombreux groupes de K-pop à succès comme Twice, Stray Kids, Monsta X et plus encore ont été formés au travers des meilleures émissions de survival show. Mais avec l'expansion mondiale de la K-pop, il est peut-être temps que cette méthode continue, mais en ne se focalisant qu'uniquement sur des candidats internationaux qui souhaitent vivre le K-Dream K-pop. Même si, comme leurs homologues coréens, ils n'ont aucune certitude de succès ou de durabilité, surtout si on part du fait que même s'ils sont conçus sur le modèle K-pop, ils ne font au final que de la pop classique. C'était mon avis un peu sur tout ça que je voulais vous partager. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser votre avis et à vous abonner, laisser un commentaire, un petit like pour plus de contenu sur la K-pop et son univers, et surtout, eh bien, ça m'encourage énormément. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle, et bien sûr dans les commentaires. Bye!